Ma sœur a pris ma voiture à 36 000 $ après que j'ai dit non, puis a souri, maman et papa te forceront à me pardonner. Ils ont essayé, jusqu'à ce que je leur montre le rapport de police. Son travail n'y a pas survécu. Je gare doucement ma toute nouvelle Subaru Crosstrek gris métallisé dans l'allée de mes parents, savourant le doux ronronnement du moteur sous mes doigts. 36 000 $, payés intégralement. Pas de prêt, pas de dette. Juste 4 années de sacrifices incessants se manifestant enfin dans ce témoignage étincelant de ma discipline. On l'a fait, chuchotai-je en passant ma main sur le volant en cuir lisse. L'odeur de voiture neuve flotte encore dans l'air, un parfum plus satisfaisant que n'importe quel parfum de créateur ne pourrait jamais l'être. Mon moment de fierté vole en éclats lorsque j'aperçois la Corolla délavée de Lydia garée de travers, bloquant la moitié de l'allée. Je dois manœuvrer maladroitement pour me faufiler, et raflant presque ma peinture immaculée contre le muret de pierre basse qui borde la pelouse impeccable de papa. Typique de Lydia, prenant plus de place que nécessaire sans aucune pensée pour quiconque. La scène est douloureusement familière, maman arrange un ragoût sur la table de la salle à manger, papa verse du thé glacé et Lydia est affalée sur sa chaise habituelle, faisant défiler son téléphone. Il lève tous les yeux quand j'entre. La voilà, dit papa en hochant la tête vers la fenêtre. J'ai vu ta nouvelle voiture arriver. Elle est bien, propose maman avec un sourire mince qui n'atteint pas ses yeux. Sensé. Le mot flotte dans l'air comme une accusation. Blair la sensée. Blair la fiable. Blair l'ennuyeuse. Elle est magnifique, la corrigeai-je, refusant de la laisser diminuer cette victoire. 0 km quand je l'ai sortie du concessionnaire ce matin. Lydia lève enfin les yeux, le regard vif d'intérêt. Je le reconnais trop bien. Une Crosstrek, hein? Elles ont ce nouveau système d'écran tactile, non? Je hoche la tête, posant mes clés sur le comptoir. Une erreur de débutante que je regretterai bientôt. Ça te dérange si je fais un tour avec, demande-t-elle, son ton délibérément décontracté, comme si elle demandait à emprunter un pull plutôt qu'un investissement de 36 000 $. Juste le tour du pâté de maison. Non. Le mot sort plus fermement que je ne l'avais prévu, mais je ne l'adoucis pas. Tu n'es pas sur mon assurance, et je ne te donne pas la permission. Son expression se durcit. Tu es toujours aussi coincé. Je la conduirai un jour ou l'autre. Tu me connais. La menace est là, nue entre nous, mais maman intervient avant que je puisse répondre. Mangeons avant que tout ne refroidisse, insiste-t-elle, passant déjà en mode conciliateur. Alors que nous nous installons autour de la table, mon esprit dérive vers les 4 années de sacrifice qui ont mené à ce jour. 4 années à décliner les sorties après le travail pendant que mes collègues se créaient des souvenirs sans moi. 4 années à partager un appartement avec 3 inconnus qui laissaient de la vaisselle sale dans l'évier et mettaient de la musique jusqu'à 3 heures du matin. 4 années à cuisiner chaque repas à la maison. À faire du freelance le week-end alors que j'aurais dû me reposer. À traquer chaque dollar dans un tableur qui est devenu mon rituel nocturne. Tout cela pendant que Lydia sautait d'un emploi à l'autre, d'un appartement à l'autre et d'une relation à l'autre, laissant derrière elle une traînée de prêts impayés et d'objets empruntés jamais rendus. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, c'était toujours moi la déraisonnable quand je disais enfin « ça suffit ». Alors, comment est le nouvel appartement, demande papa en passant la corbeille à pain. Bien installé. On y arrive, répondis-je, reconnaissante du changement de sujet. Je dois encore accrocher quelques tableaux. Tu devrais engager quelqu'un, suggère Lydia en piquant une pomme de terre. Tu vas probablement faire 1 million de trous dans le mur en essayant de le faire toi-même. J'avale ma réplique avec une bouchée de poulet qui a soudain le goût de suur. Le même vieux schéma. Lydia pique. J'absorbe. La paix prévaut. Mais aujourd'hui, quelque chose semble différent. Peut-être est-ce la voiture garée dans l'allée. La preuve tangible que tenir bon donne des résultats. Je me débrouillerai, dis-je simplement. Excusez-moi une seconde. Je dois prendre ma veste à l'étage. Il fait frais ici. La salle à manger semble à des kilomètres alors que je monte les escaliers familiers, passant ma main sur la rampe usée par des décennies de trafic familial. Je m'attarde dans mon ancienne chambre, maintenant convertie en bureau pour papa, laissant la nostalgie m'envahir brièvement avant de redescendre. Je suis à mi-chemin de mon siège quand je remarque l'espace vide sur le comptoir où mes clés se trouvaient. Où sont mes clés, demandai-je, ma voix anormalement calme malgré les signaux d'alarme qui résonnent dans ma tête.
L'expression de maman me dit tout avant qu'elle ne parle. Lydia voulait juste voir ce que ça fait. Elle sera prudente. J'ai explicitement dit non. Mes mains se serrent sur mes côtés. Où est-elle allée? Maman et papa échangent un regard que j'ai vu 1000 fois. La communication silencieuse de parents unis contre un enfant déraisonnable. Elle a juste fait le tour du pâté de maison, dit papa, son ton suggérant que je réagis de manière excessive. Elle sera de retour tout de suite. Je sors mon téléphone et compose le numéro de Lydia, sachant déjà ce que je vais entendre. L'appel tombe directement sur la messagerie. Mon estomac se noue avec un cocktail écœurant de violation et de fureur qui semble étrangement inconnu et attendu depuis longtemps. Pour la première fois de ma vie, je comprends avec une clarté cristalline qu'il ne s'agit pas d'une voiture. Il s'agit de 30 ans de limites franchies, de promesses brisées et de respect refusé. Il s'agit d'un système familial construit sur ma conformité. Et pour la première fois, j'ai fini de me conformer. Mon téléphone vibre contre la table de la salle à manger, un numéro inconnu éclairant l'écran. Mes parents se taisent au milieu de leur dispute, leurs yeux fixés sur ma main alors qu'elle plane au-dessus de l'appareil. « Allô » répondis-je en me détournant de leur examen minutieux. « Mademoiselle Mendoza, ici l'agent Grant Cooper de la police du comté de Jefferson. » Sa voix porte la neutralité exercée de quelqu'un qui annonce de mauvaises nouvelles quotidiennement. « Votre véhicule a été impliqué dans un accident. Le conducteur n'est pas blessé. » Mon estomac tombe dans mes talons. Où? Il donne une adresse à seulement 5 km, une intersection très fréquentée près du centre commercial où Lydia avait probablement l'intention de montrer ma voiture à ses amis. Je saisis mon sac à main sans un mot à mes parents et sors en trombe, commandant un covoiturage avec des doigts tremblants. Quand j'arrive, la scène me coupe le souffle. Ma magnifique Crosstrek, l'aboutissement de 4 années de sacrifice, gît tordu contre une barrière en béton. L'avant est froissé comme du papier cadeau jeté, les airbags dégonflés pendent mollement du tableau de bord. La peinture gris métallisée, qui brillait si fièrement ce matin, est maintenant ternie sous une couche de poussière et de débris. Mais ce qui fait bouillir mon sang n'est pas l'épave. C'est Lydia appuyée contre une voiture de police, gloussant avec un jeune officier alors qu'elle positionne son téléphone pour un selfie. La voiture détruite parfaitement cadrée en arrière-plan. L'agent Cooper s'approche, tablette en main. Mademoiselle Mendoza, je suis l'agent Cooper. Nous nous sommes parlé au téléphone. C'est ma voiture, dis-je, la voix étonnamment stable malgré la rage qui me traverse. Et c'est ma sœur qui l'a prise sans permission. Il hoche la tête, balayant son écran avant de le tourner vers moi. Elle a déjà posté ceci en ligne. Je regarde le post Instagram de Lydia, un selfie avec une moue boudeuse à côté de ma voiture froissée avec la légende « Oups, la grande sœur me pardonnera ». Problème de nouvelle voiture. Désolé, pas désolé. L'horodatage indique il y a 4 minutes. L'expert en assurance a fait une évaluation préliminaire, poursuit l'agent Cooper. Les dommages estimés sont de 41 600 $. Compte tenu de l'âge du véhicule et de l'étendue des dégâts, c'est probablement une perte totale. Le chiffre flotte dans l'air, 5 600 $ de plus que ce que j'ai payé ce matin. Mes mains se serrent en poing alors qu'il confirme ce que je sais déjà. Elle a admis avoir pris le véhicule sans permission. C'est une utilisation non autorisée selon la loi du Colorado. Mon téléphone vibre avec un SMS de maman, ne transforme pas ça en crise familiale. C'est juste une voiture. Juste une voiture. Juste 4 ans d'invitation déclinée. Juste d'innombrables nuits de travail freelance après des journées de 8 heures. Juste manger des nouilles instantanées pendant que mes collègues dînaient au restaurant. Juste une voiture qui représentait ma liberté par rapport à exactement ce genre de manque de respect. Un homme dans un costume bleu impeccable s'approche, tendant la main. Mademoiselle Mendoza, Calvin Brox, de votre compagnie d'assurance. Pourrions-nous parler en privé un instant? Il me guide quelques pas plus loin, sa voix baissée. Cela ressemble à une utilisation non autorisée basée sur le rapport de police. Dans des cas comme celui-ci, nous pouvons poursuivre directement le conducteur fautif plutôt que de traiter cela par votre police. Cela signifie que vos taux n'augmenteront pas. Vous ne paierez pas de franchise et votre sœur deviendra financièrement responsable des dommages. Ses yeux rencontrent les miens. Mais vous devez être clair sur le fait qu'elle n'avait pas la permission. Avant que je puisse répondre, une femme âgée s'approche, Madame Winters, qui habite à 3 maisons de chez mes parents.
Blair. Je reconnais la voiture grâce à l'application d'alerte du quartier. Ses yeux se tournent vers Lydia, puis reviennent vers moi. J'arrosais mes ostas quand elle est partie. Je l'ai vue prendre tes clés sur le comptoir. Je t'ai entendu dire non. Je la remercie, surprise par cette alliance inattendue, juste au moment où mon téléphone sonne. Rachel du travail. Blair, je viens de voir le poste de Lydia. Tu vas bien? Mon frère est avocat et s'occupe des cas d'assurance. Dis-moi si tu as besoin de conseils. Le SUV de mes parents crise dans la voie d'urgence, se garant au hasard. Il se précipite devant moi directement vers Lydia, maman l'enveloppant dans une étreinte protectrice tandis que papa exige des réponses de l'officier le plus proche. Après une conversation précipitée, papa s'avance, le visage rouge. Nous devons parler, dit-il, me tirant à l'écart avec une prise ferme sur mon coude. Sa voix tombe dans un murmure dur. Tu dois dire à la police qu'elle avait la permission de conduire. Je libère mon bras. Ce serait mentir. Ne sois pas ridicule. Si tu poursuis ça, ses taux d'assurance vont monter en flèche. Elle pourrait perdre son emploi s'ils font une vérification de crédit et voient ce jugement. Maman apparaît à ses côtés, les yeux plissés. Si tu poursuis ça, tu détruiras l'avenir de ta sœur, siffle-t-elle. C'est ce que tu veux? Pour une voiture? Par-dessus mon épaule, je surprends Lydia en train de regarder notre conversation, le plus léger sourire narquois jouant au coin de sa bouche quand nos parents se détournent. Elle mouille des mots que je peux lire parfaitement, ils te feront me pardonner. Juste comme toujours, juste comme chaque pull emprunté et jamais rendu, chaque prêt d'urgence, chaque ordinateur portable écrasé, chaque promesse brisée, le schéma s'étendant à travers l'enfance, l'adolescence. L'âge adulte. L'agent Cooper s'approche avec sa tablette. Mademoiselle Mendoza, je dois confirmer pour le rapport. Votre sœur avait-elle la permission de conduire votre véhicule aujourd'hui? Les yeux de mes parents me brûlent, leurs attentes sont claires. Le poids de 30 ans pèse sur mes épaules. 30 ans à maintenir la paix, à être raisonnable, à faire passer les besoins de Lydia avant les miens. Je redresse ma colonne vertébrale. Non, dis-je clairement. Elle n'avait pas la permission de conduire mon véhicule. Elle a pris mes clés après que je lui ai explicitement dit non. L'officier hoche la tête, tapotant son écran. Je note cela dans le rapport. Vous devez savoir que cela affectera la façon dont votre assurance traite la réclamation et peut entraîner la responsabilité personnelle de votre sœur pour les dommages. Les visages de mes parents passent de la pression au choc, comme s'ils ne m'avaient jamais vraiment vu auparavant. Peut-être ne l'ont-ils pas fait. Alors que la dépanneuse charge ce qui reste de ma voiture, je monte sur le siège passager à côté du conducteur, seul, mais me sentant étrangement plus légère que je ne l'ai été depuis des années. La dépanneuse s'éloigne du trottoir, laissant ma famille debout dans le crépuscule grandissant, leur silhouette rétrécissant dans le rétroviseur alors que nous nous éloignons. Le lendemain au travail, mon téléphone n'arrête pas de vibrer. Je le pose face contre terre sur le comptoir de la cuisine, mais les notifications continuent d'arriver, les vibrations voyageant à travers le granit comme un courant électrique. Texte de groupe familial. 27 nouveaux messages dans la dernière heure. Je le retourne. Le dernier texto de maman brille en haut, réunion de famille ce soir. Obligatoire. En dessous, un défilé de parents donnant leur avis. Tante Patricia, ta sœur a fait une erreur. C'est à ça que sert l'assurance. Oncle Robert, de mon temps, les frères et sœurs se soutenaient. Cousine Jennifer, le sang est plus épais que l'eau, Blair. Je retourne le téléphone. Le bourdonnement continue contre le comptoir. Mon café a refroidi, mais je le bois quand même, savourant le goût amer. Il correspond parfaitement à mon humeur. La ligne fixe sonne, me faisant sursauter. Presque personne n'a ce numéro. Je laisse aller sur la messagerie, puis j'entends le bip et une voix familière. Blair, c'est Martha de la réception. Ton père a appelé en disant qu'il y a une urgence familiale et que tu dois partir immédiatement. Je lui ai dit que tu étais en réunion client. Il avait l'air intense. Rappelle-moi. Je serre la tasse plus fort. La tactique de l'urgence familiale. Classique. Mon père sait exactement sur quel bouton appuyer, quel système manipuler. Je décroche le téléphone et compose le bureau. Martha, je vais bien. Pas d'urgence.
S'il appelle à nouveau, s'il te plaît, ne me le passe pas, est-ce que tout va bien? La voix de Martha porte une inquiétude sincère. Juste un drame familial. Merci d'avoir vérifié. Après avoir raccroché, je remarque une notification par email. Objet, demande de prière pour Blair. Ma mère a dit à tout son groupe de prière de l'église que je traverse une crise spirituelle. Le message décrit comment j'ai endurci mon cœur contre la famille et demande des prières pour mon retour au pardon chrétien. La colère monte dans ma poitrine, chaude et électrique. Il mobilise chaque ressource, tirant chaque levier dans la machine familiale. La même machine qui m'a écrasé dans la conformité pendant 30 ans. Mais cette fois, quelque chose semble différent. La machine travaille contre une nouvelle version de moi, une version qu'ils n'ont pas rencontrée auparavant. Je prends les clés de la voiture de location et franchis la porte. Le bureau d'assurance se trouve dans un petit centre commercial entre un pressing et une sandwicherie. Calvin Brox m'accueille avec une poignée de main et me conduit dans son bureau exigu. Les diplômes et les photos de famille rivalisent pour l'espace mural avec les récompenses de la compagnie d'assurance. Mademoiselle Mendoza, j'apprécie que vous soyez venue. J'ai préparé les papiers concernant la réclamation. Appelez-moi Blair, dis-je en m'installant dans la chaise en face de lui. Et j'apprécie votre minutie. Ma famille fait pression. Calvin hoche la tête d'un air entendu. Il fait glisser un dossier sur son bureau. Ce sont les formulaires d'utilisation non permissive. Signer ceci confirme que votre sœur n'avait pas la permission de conduire votre véhicule. Je feuillette les pages, scannant attentivement. Et ceci, continue Calvin en sortant un autre formulaire, est une demande de subrogation contre le conducteur fautif. Dans ce cas, votre sœur. Ma main plane au-dessus du papier. Le stylo semble plus lourd qu'il ne le devrait. La plupart des gens cèdent à la pression familiale, dit Calvin doucement. Surtout avec les frères et sœurs. Je l'ai vu des dizaines de fois. Je le regarde. Pas cette fois. Je signe mon nom sur chaque ligne avec des traits délibérés. Chaque signature ressemble à la rupture d'une chaîne qui m'a lié depuis l'enfance. Pendant que Calvin copie les documents, je sors mon téléphone et ouvre un nouveau dossier dans mon stockage cloud. Je prends des photos de chaque formulaire, les ajoutant à une collection croissante, le rapport de police, les estimations de dommages, les captures d'écran des publications de Lydia sur les réseaux sociaux concernant l'accident. Documentation, preuves, protection contre le gaslighting que je sais imminent. Calvin me tend les copies. La compagnie d'assurance s'en chargera à partir d'ici. Soyez juste prête. La famille ne réagit pas toujours bien quand vous arrêtez de jouer selon leurs règles. L'avertissement s'avère prophétique lorsque j'arrive chez mes parents ce soir-là. Maman a dressé la table de la salle à manger avec la bonne porcelaine et les verres en cristal que nous n'utilisons qu'à Thanksgiving et à Noël. Un poulet rôti trône au centre, entouré de légumes parfaitement arrangés. Des bougies vacillent, projetant une lueur chaleureuse qui ne correspond pas à la réception froide dans mon estomac. Papa verse du vin sans demander si j'en veux. Maman sort la tarte aux cerises préférée de Lydia. Ils prétendent que c'est une célébration, pas une embuscade. Lydia arrive en dernier, les yeux baissés et une contrition étudiée. Son apparence est soigneusement échevelée juste assez pour suggérer la souffrance sans avoir l'air vraiment en détresse. Maintenant que nous sommes tous là, dit maman en levant son verre au pardon familial. Papa et Lydia lèvent leur verre. Je laisse le mien sur la table. Lydia s'éclaircit la gorge. Blair, je suis désolé que tu sois si contrarié pour la voiture. Je sais qu'elle comptait beaucoup pour toi. La non-excuse flotte dans l'air. Pap, je suis désolé d'avoir pris quelque chose sans permission. Pap, je suis désolé d'avoir détruit ta propriété, mais je suis désolé que tu sois contrarié. Je fouille dans mon sac à main et sors une enveloppe Kraft que j'ai préparée plus tôt, la faisant glisser sur la table vers Lydia. Je regarde la confusion traverser son visage. Qu'est-ce que c'est, demande-t-elle sans la toucher. Ouvre-la. Elle le fait, sortant la pile de papier à l'intérieur, le rapport de police, l'estimation des dommages montrant 41 600 $, l'avis de subrogation de ma compagnie d'assurance. Papa arrache les papiers de ses mains, les scannant avec une alarme croissante. Son visage s'assombrit alors qu'il atteint la dernière page. Que as-tu fait? Sa voix commence bas mais monte à chaque mot. Je me lève, ma chaise raclant contre le parquet. Ce que j'aurais dû faire il y a des années, tenir Lydia responsable.
Tu as officiellement déposé plainte contre ta sœur, ton propre sang? La voix de maman tremble entre l'indignation et l'incrédulité. La compagnie d'assurance la poursuit pour les dommages. Il ne s'agit plus de sentiments familiaux. Il s'agit de responsabilité légale. Nous t'avons mieux élevé que ça. Papa claque sa main sur la table, faisant sursauter l'argenterie. Cette protection n'a toujours été que dans un sens. Ma voix reste stable, me surprenant moi-même. Lydia prend. Je donne. C'est fini maintenant. Lydia commence à pleurer, mais je remarque que ses yeux restent secs. Les larmes ne se matérialisent jamais tout à fait, bien que ses épaules tremblent de manière convaincante. Je ne peux pas croire que tu me ferais ça, sanglote-t-elle. Mon crédit sera ruiné. Tu avais le choix, Lydia. Tu as choisi de prendre ma voiture après que j'ai explicitement dit non. Tu as choisi de l'écraser. Tu as choisi de poster des photos en riant à ce sujet. Non. Maman se déplace pour réconforter Lydia, passant un bras autour de ses épaules. Blair, sois raisonnable. Tu peux appeler la compagnie d'assurance et leur dire que tu as changé d'avis. En fait, je ne peux pas. Une fois que le processus de subrogation commence, c'est hors de mes mains. Ce n'est que partiellement vrai, mais ils n'ont pas besoin de le savoir. Papa se lève maintenant, dominant la table. Tu as toujours été jalouse de ta sœur, toujours en compétition pour l'attention. C'est de ça qu'il s'agit? Te venger d'elle? L'accusation pique, mais pas autant qu'elle l'aurait fait autrefois. Il s'agit de conséquences, papa. Rien de plus. Mon téléphone sonne. Le nom de Calvin clignote sur l'écran. Timing parfait. Je dois prendre ça, dis-je en m'éloignant de la table. Nous sommes au milieu du dîner, proteste maman. Je réponds quand même en marchant vers la cuisine. Calvin, allô. Sa voix porte à travers le téléphone. Je voulais juste vous mettre à jour. Nous avons officiellement déposé la réclamation contre votre sœur. Si elle ne répond pas dans les 30 jours, cela part au recouvrement. Merci de me le faire savoir. Je ne fais aucun effort pour baisser la voix. Quand je retourne à la salle à manger, 3 paires d'yeux se fixent sur moi avec divers degrés d'hostilité. C'était mon agent d'assurance, expliquai-je inutilement. La réclamation est officiellement déposée. Le visage de papa rougit. Que as-tu fait? Je souris, pas méchamment. Exactement ce que tu m'as appris, papa. Je prends la responsabilité de ma vie et de mes choix. Je suggère que Lydia commence à faire de même. Je prends mon sac et me dirige vers la porte, ignorant l'éruption de voix derrière moi. Dans l'allée, je prends une profonde inspiration de l'air frais du soir. Mon téléphone vibre avec un SMS de Rachel, comment ça s'est passé? Besoin de renfort? Je suis sur le chemin du retour, je t'appelle. Tu ne croiras pas ce qui vient de se passer. Alors que je m'éloigne, j'aperçois la maison de mes parents dans le rétroviseur, devenant plus petite à chaque seconde. Pour la première fois, je ne ressens pas l'attraction gravitationnelle de faire demi-tour et de m'excuser, d'aplanir les choses, d'être la raisonnable. Au lieu de cela, je ressens quelque chose de nouveau. La légèreté de déposer un fardeau que je n'aurais jamais dû porter en premier lieu. 3 semaines plus tard, j'arrive chez mes parents précisément 7 minutes en avance, la BMW argentée de Rachel glissant pour s'arrêter derrière moi. Le poids familier de l'effroi s'installe dans mon estomac alors que je regarde la collection de voitures encombrant déjà l'allée. La Buick de papa, la Volvo de maman, le vieux break de tante Patricia. Le tribunal familial s'est assemblé. Souviens-toi, dit Rachel en remettant une mèche de cheveux auburn derrière son oreille. Tu n'es pas obligé de rester si ça devient inconfortable. Je hoche la tête, serrant mon porte-documents en cuir plus fort. Merci d'être venu. Le petit enregistreur vocal semble lourd dans ma poche alors que nous approchons de la porte d'entrée. Maman répond avant que je ne frappe, son sourire tendu et répété. Blair, chérie. Son regard glisse vers Rachel, la confusion vacillant sur son visage. Je ne savais pas que tu amenais une invitée. C'est Rachel, dis-je en entrant sans attendre la permission. Elle est ici comme soutien. Le salon devient silencieux alors que nous entrons. Papa se lève de son fauteuil inclinable, les sourcils froncés. Oncle Frank et tante Patricia sont assis rigidement sur le canapé, leurs expressions formant un ensemble assorti de désapprobation.
La table de la salle à manger brille avec la meilleure porcelaine et argenterie de maman, une tactique de manipulation aussi transparente que du cellophane. De quoi s'agit-il? Papa fait un geste vers Rachel. Je place l'enregistreur au centre de la table basse, sa lumière rouge clignotant régulièrement pour ma protection. La température dans la pièce semble chuter de 10 degrés. Protection? La voix de maman monte. Contre ta famille? Oui, répondis-je simplement en prenant un siège en face d'eux. Rachel s'installe à côté de moi, sa présence solide et rassurante. La porte d'entrée s'ouvre et Lydia entre en traînant les pieds, avec 30 minutes de retard, les yeux bouffis et bordés de rouge. Son arrogance habituelle a disparu, remplacée par des épaules affaissées et une lèvre inférieure tremblante. J'ai été mise en congé administratif, annonce-t-elle sans préambule, s'effondrant dramatiquement dans un fauteuil. Ils ont dit que l'enquête d'assurance fait de moi un risque. Maman se précipite à ses côtés, caressant ses cheveux. La mâchoire de papa se serre alors qu'il me foudroie du regard. J'espère que tu es satisfaite, grogne-t-il. L'ancienne Blair se serait effondrée, excusez, aurait tout arrangé. La nouvelle Blair se penche simplement en avant. Lydia, pouvons-nous parler de ce qui s'est passé avec ma voiture? Qu'y a-t-il à dire, renifle-t-elle. Tu détruis ma vie pour un accident stupide. Était-ce un accident quand tu as pris mes clés après que j'ai dit non? La pièce devient immobile. Le regard de Lydia se tourne vers l'enregistreur, puis revient vers moi. Tu enregistres ça? Sérieusement? Réponds à la question, s'il te plaît. Lydia regarde nos parents pour être secourus, mais je continue. T'ai-je donné la permission de conduire ma voiture? Non, marmonne-t-elle. Plus fort, s'il te plaît. Pour l'enregistrement. Ses yeux se plissent. Non. D'accord. Je savais que tu avais dit non, mais tu dis toujours non. Tu es tellement coincé avec tes précieuses affaires, alors. Tu as délibérément pris ma voiture sans permission. Ça suffit, interrompt papa, cherchant sous la table basse. Il produit un dossier Kraft et le claque sur la surface. Nous avons préparé une solution. Il fait glisser un document vers moi, un accord de règlement, la signature désordonnée de Lydia déjà gribouillée en bas. 5 000 $, explique-t-il en tapotant le papier. Elle te paiera 5 000 balles pour la franchise. Tu abandonnes la réclamation d'assurance et nous mettons toute cette vilaine affaire derrière nous. Je scannais les pages densément imprimées, la colère se resserrant dans ma poitrine à chaque paragraphe. La renonciation à la responsabilité saute aux yeux immédiatement, une libération complète de toutes les réclamations contre Lydia. Ce n'est pas suffisant, loin de là, murmure Rachel à côté de moi. Maman se penche en avant, sa voix douce comme le miel, mais les yeux durs comme du silex. Nous t'avons mieux élevé que ça, Blair. La famille ne fait pas ça à la famille. Tante Patricia se joint à elle, sa voix tremblotant d'une émotion répétée. Après tout ce que nous avons fait pour toi, souviens-toi qui t'a conduite au cours de piano tous les mardis pendant 8 ans? Qui est resté avec toi aux urgences quand tu t'es cassé la cheville? Oncle Frank s'éclaircit la gorge. Je ferme le dossier lentement, mon pouce stable malgré les flammes qui lèchent mes veines. J'apprécie l'offre, mais je vais devoir refuser. Refuser, postillonne papa. La compagnie d'assurance a déjà entamé les procédures. C'est hors de mes mains maintenant. C'est absurde, claque papa. Tu peux arrêter ça n'importe quand. En fait, elle ne peut pas, intervient Rachel, son ton professionnel coupant à travers la tension. Une fois que la subrogation commence, la compagnie d'assurance poursuit la réclamation indépendamment. C'est leur argent maintenant, pas celui de Blair. Le visage de papa rougit. Si tu vas au bout de ça, je te déshériterai. C'est ce que tu veux. La menace pend entre nous, l'arme parentale ultime. Je soutiens son regard fermement. C'est votre droit, tout comme ceci est le mien. Lydia se lève soudainement, le mascara coulant sur ses joues. Ils saisissent mon salaire. Vous comprenez? Je ne peux pas payer mon appartement. Règle ça, exige maman, pointant un doigt vers moi. Appelle-les demain et fais arrêter ça. Le processus prend des mois, expliquai-je, maintenant mon calme tandis que les larmes de Lydia coulent plus vite. La compagnie d'assurance envoie plusieurs avis avant d'agir. Tu as toujours été jalouse de ta sœur, siffle maman.
Toujours en compétition pour l'attention. Rachel s'avance. Madame Mendoza, la saisie sur salaire nécessite une ordonnance du tribunal. Si Lydia a atteint ce stade, elle a ignoré de nombreux avis juridiques. Ce n'est pas le fait de Blair. C'est la conséquence des actions de Lydia et de son absence de réponse. Un silence stupéfait tombe sur la pièce alors que ma famille échange des regards, la réalisation naissant que je suis venu préparer à leur manipulation. Mon téléphone vibre. Le nom de Calvin clignote sur l'écran. Je dois prendre ça, dis-je en me levant du canapé. Rachel suit, rassemblant son sac. Dans la cuisine, la voix de Calvin est brusque et professionnelle. Lydia n'a répondu à aucune de nos lettres. Le processus de recouvrement commence et son crédit sera affecté à partir de la semaine prochaine. Merci de me le faire savoir. Maman apparaît dans l'encadrement de la porte, les yeux flamboyants. Qui est-ce? L'assureur. Donne-moi le téléphone. Je recule. Nous partons maintenant. Blair. Elisabeth Mendoza. N'ose pas franchir cette porte. Mais je le fais. Rachel juste derrière moi. Dans sa voiture avec les portes verrouillées et la maison de mes parents rétrécissant dans le rétroviseur, j'expire enfin. Tu as bien agi là-dedans, dit Rachel, s'engageant sur la route principale. Mon téléphone s'allume de messages, des collègues dans un chat de groupe planifiant un voyage le week-end à la montagne, une note de ma voisine qui lit simplement « Tenir tête à la famille est le plus dur. Fier de toi. » 2 jours plus tard, Lydia débarque sur mon lieu de travail, sa voix résonnant dans le département de comptabilité silencieux. Où est-elle? Où est ma sœur? La sécurité l'escorte dehors alors que mes collègues regardent dans un silence stupéfait. En quelques heures, papa appelle mon patron, exigeant une intervention. Monsieur Patterson me convoque à son bureau, mais pas pour la raison que je crains. Les disputes familiales restent en dehors de ces murs, dit-il fermement. Votre travail est exemplaire. C'est tout ce qui compte ici. Dès vendredi, 3 femmes du groupe de prière de maman m'ont contacté directement, demandant à prendre un café. Nous aimerions entendre votre version. Un SMS dit, Marion n'a pas raconté toute l'histoire, n'est-ce pas? La fissure finale apparaît lorsque Lydia appelle, sa voix plus petite que je ne l'ai jamais entendue. Papa dit que je dois régler ça moi-même, renifle-t-elle. Il dit qu'il ne peut plus me renflouer. De l'ami de maman, Beverly, qui tient le salon où maman fait ses mèches hebdomadaires, j'apprends que mes parents se disputent sur la façon dont ils ont géré la situation. Marion a admis quelque chose que je n'aurais jamais pensé entendre, chuchote Beverly au téléphone. Elle a dit, peut-être qu'on l'a trop gâté. Peut-être que tu avais raison depuis le début. Je raccroche et regarde mon reflet dans la fenêtre, surprise de constater que mes épaules ne se courbent plus vers l'intérieur. Pour la première fois en 30 ans, je me tiens droite. Les coups à ma porte arrivent à 22h38 le lundi. 3 coups secs, une pause, puis 3 autres, insistants mais mesurés, comme quelqu'un essayant d'équilibrer l'urgence avec la retenue. À travers le Judas, j'aperçois Lydia blottie contre le cadre de ma porte, son mascara taché en ruisseaux artistiques sur ses joues. J'inspire profondément, comptant jusqu'à 5 avant d'expirer. Les papillons dans mon estomac ressemblent plus à des frelons maintenant. Blair, s'il te plaît. Je sais que tu es là. Sa voix se brise sur le dernier mot. Contre mon meilleur jugement, j'ouvre la porte, mais laisse la chaîne de sécurité engagée, une frontière physique entre nous. Lydia a l'air différente. Ses cheveux habituellement parfaits pendent mollement autour de son visage. Ses yeux, bouffis d'avoir pleuré, s'élargissent à ma vue. Sous son bras, elle serre un album photo usé que je reconnais de notre maison d'enfance. Je peux entrer, s'il te plaît? Elle jette un coup d'œil nerveux dans le couloir. Je dors dans ma voiture. Je ne savais pas où aller d'autre. La déclaration plane entre nous, conçue pour avoir un impact maximal. L'ancienne Blair aurait décroché la chaîne immédiatement. Pourquoi es-tu ici, Lydia? Elle lève l'album photo. J'ai trouvé ça chez maman et papa. Tu te souviens quand nous étions enfants? Avant. Avant que toute cette histoire de voiture ne vienne entre nous. À l'intérieur de l'album, je sais ce que je vais trouver. Des instantanés de 2 sœurs en robes assorties. Le bras de Lydia perpétuellement passé autour de mes épaules. Mon sourire toujours un temps derrière le sien.
La preuve d'un lien qui existe plus dans la mythologie familiale que dans la réalité. Mon téléphone vibre dans ma poche. Mère, pile à l'heure. Je décline l'appel, mais un SMS suit immédiatement. C'est ta sœur. Elle dort dans sa voiture. Parle-lui au moins. La chorégraphie de la chose me frappe comme étant presque impressionnante. Est-ce que je peux entrer s'il te plaît, demande à nouveau Lydia. Je ferme la porte, retire la chaîne et recule. Elle entre immédiatement, revendiquant mon canapé comme un territoire. L'album photo ouvert sur ma table basse. Tu te souviens de ça? Elle pointe un Polaroid délavé de nous à Yellowstone. Tresse assortie, sourire édenté. Nous étions si proches. Puis mon téléphone vibre à nouveau. Cette fois, le nom de père apparaît sur l'écran. Papa aussi, demandai-je en déclinant son appel. Lydia hausse les épaules, soudainement intéressée par un fil lâche sur mon coussin. Il s'inquiète pour toi. Pour moi. À propos de ce qui t'est arrivé? Le père Michael m'a appelé hier. Il pense que tu devrais venir à la réconciliation. Il dit que le pardon est divin. La mention de notre prêtre de famille envoie une nouvelle vague de chaleur dans ma poitrine. Vous avez impliqué l'Église. Lydia essuie une larme qui apparaît avec un timing suspect. Le cousin David organise une sorte d'intervention pour ton cœur endurci. Mon cœur endurci, répétai-je platement. La tension artérielle de maman crève le plafond à cause de tout ce stress. Elle lève les yeux, le regard noyé. Elle a dû augmenter ses médicaments. Je marche vers ma cuisine, remplis un verre d'eau et prends des gorgées mesurées tout en regardant la fenêtre sombre. Dehors, les lumières de Denver deviennent floues contre la vitre. À l'intérieur, je sens le poids de 30 ans de conditionnement pressé contre mes côtes. Mon téléphone s'allume avec une notification. Une nouvelle vidéo du compte de médias sociaux de Lydia postée il y a 40 minutes. Quand l'abandon familial vous laisse sans abri, mon histoire. Je me retourne, le verre toujours à la main. Tu as posté à ce sujet il y a 40 minutes. Le visage de Lydia clignote de confusion avant qu'elle ne se reprenne. J'essaie juste de tout traiter. De ma chambre, je récupère une vieille carte d'anniversaire que j'avais trouvée en déballant. Le devant montre 2 ours de dessin animé s'embrassant. Et à l'intérieur, dans l'écriture bouclée de Lydia, sœur pour toujours, quoi qu'il arrive. Amour toujours, Lydia. Je la regarde, sentant l'attraction familière du doute. Mes doigts tracent les mots, me souvenant comment j'avais chéri cette carte. La preuve qu'en dessous de tout, nous partagions quelque chose de vrai. Pendant un moment dangereux, j'envisage d'appeler Calvin pour demander le retrait de la réclamation. Ma main se tend réellement vers le téléphone. Je ne peux pas continuer comme ça, chuchote Lydia, sa voix petite. Quelque chose dans son ton ne correspond pas à ses paroles, une platitude sous la performance. J'ouvre mon ordinateur portable et navigue vers son profil de réseau social. Là, posté il y a 3 jours, des photos de Lydia dans un bar sur le toit, cocktail à la main, riant avec des amis. Le tag de localisation indique un hôtel de luxe au centre-ville. Cela ne ressemble pas à quelqu'un qui vit dans sa voiture, dis-je en tournant l'écran vers elle. Elle le regarde à peine. C'était avant que tout ne s'effondre. L'horodatage indique dimanche. La bouche de Lydia s'ouvre, se ferme, s'ouvre à nouveau. Mon téléphone vibre avec un SMS de Rachel, j'ai croisé ta mère au spa hier. Elle a dit qu'elle offrait à Lydia une journée anti-stress. J'ai pensé que tu devrais le savoir. Je montre le message à Lydia. Maman t'a emmené au spa hier. Son visage se durcit, l'acte de vulnérabilité tombant comme un costume jeté. Et alors? Je mérite un peu de soulagement après ce que tu m'as fait subir. J'appelle Calvin, maintenant le contact visuel avec Lydia pendant que ça sonne. Blair, répond-il. Tout va bien? Est-ce que Lydia a déjà pris des dispositions de paiement? Une pause. Non, nous avons envoyé 3 avis. La prochaine étape est le recouvrement formel. Merci. Je raccroche. Lydia se lève. L'album photo oublié. Tu vas vraiment aller au bout de ça pour une voiture stupide. Je marche vers ma porte d'entrée et l'ouvre. Il n'a jamais été question de la voiture. Tu ne peux pas faire ça. Je suis de la famille. C'est exactement pourquoi je dois le faire.
Le lendemain matin, une lettre recommandée arrive. Dernier avis avant le début du recouvrement. Le même jour, mon règlement d'assurance est déposé sur mon compte. Assez pour une autre voiture neuve avec un reste. Au lieu de cela, je conduis jusqu'à un parc de voitures d'occasion et achète une Honda Accord de 3 ans en vert foncé. Pratique, fiable, payé intégralement. Avec le reste, j'ouvre un compte d'investissement, mon premier. Dans l'intérieur frais de la Honda, je compose un SMS à Lydia, je suis passé à autre chose. Pas la compagnie d'assurance. Une semaine plus tard, Calvin appelle. Juste pour vous mettre à jour sur la réclamation. L'enquête est terminée. Officiellement jugée comme utilisation non autorisée. Le recouvrement a commencé. Est-ce que cela affectera son crédit, demandai-je, surprise de constater que la réponse m'importe encore. Oui, substantiellement, il fait une pause. La plupart des membres de la famille cèdent avant ce point. Vous avez tenu bon. Merci de me l'avoir dit. Cet après-midi-là, le patron de Lydia m'appelle. Mademoiselle Mendoza, je suis Robert Prescott, le superviseur de Lydia. Nous avons mis fin à son emploi suite à notre enquête interne. Je me masse les tempes. Je comprends. Les ondulations se propagent vers l'extérieur. Tante Joyce appelle pour s'excuser. Je ne connaissais pas toute l'histoire. Les copains de golf de papa arrêtent de demander de mes nouvelles. Maman dit à son club de bridge que c'était un malentendu. La pression se dissipe molécule par molécule jusqu'à ce que, 3 semaines plus tard, Lydia apparaisse à ma porte une dernière fois. Sobre maintenant. Pas de larmes, juste de la résignation dans l'affaissement de ses épaules. Je ne peux pas payer ça, dit-elle simplement. Ils vont saisir mon salaire pendant des années. Je m'appuie contre le cadre de ma porte, ne l'invitant ni à entrer ni à partir. C'est ce qui arrive quand nous faisons des choix. Ses yeux, si semblables aux miens, cherchent mon visage. Ne peux-tu pas me pardonner? Nous sommes de la famille. La question pend entre nous, lourde d'implications. Pendant un moment, je nous vois clairement, 2 femmes façonnées par le même système brisé, se tenant de part et d'autre d'un fossé qu'aucune de nous n'a créé. Je te pardonne, dis-je, le pensant vraiment. Mais le pardon n'efface pas les conséquences. Je ferme doucement la porte, le clic doux du loquet plus définitif que n'importe quel claquement ne pourrait jamais l'être. Je conduis ma Honda sur la route de montagne sinueuse, fenêtre baissée pour attraper l'air frais du Colorado. 6 mois depuis cette confrontation finale avec Lydia, et le nœud qui vivait entre mes omoplates depuis 30 ans s'est enfin dénoué. La radio joue une chanson des Eagles que maman fredonnait en cuisinant le dîner du dimanche. Pour une fois, le souvenir ne pique pas. Il existe simplement, comme une photographie de quelqu'un que je connaissais. Mon nouvel appartement coûte moins que ce que je peux me permettre, un choix délibéré. Le coussin supplémentaire dans mon compte d'épargne grandit chaque mois. Un gardien silencieux contre les tempêtes futures. Ma promotion est arrivée la semaine dernière, reconnaissance de l'énergie concentrée que j'ai versée dans le travail depuis que je me suis désengagé du drame familial. Mon téléphone vibre sur le siège passager. Le nom de la cousine Tania clignote sur l'écran. Tes parents demandent si tu viens au mariage, dit-elle après les politesses. Sa voix porte cette nuance familière, celle qui suggère que je devrais me sentir coupable de quelque chose. J'ai envoyé mon cadeau, réponds-je, surprise par la stabilité de ma voix. Je souhaite bonne chance à Greg et Michel. Le silence s'étire entre nous, mais je ne me précipite pas pour le combler. C'est l'ancienne Blair, celle qui ne pouvait pas supporter les pauses inconfortables. Lydia se plaint toujours des paiements, propose finalement Tania, cherchant une réaction. Je tape du doigt contre le volant. C'était son choix, pas le mien. La conversation se termine peu après. Aucune culpabilité ne suit, aucune remise en question, juste la route devant moi et les montagnes peintes en or par le soleil de fin d'après-midi. De retour à la maison, je lave ma voiture dans l'allée, admirant comment la berline modeste brille sous l'eau savonneuse. Madame Fitzgerald à côté s'arrête en promenant son terrier. C'est une voiture modeste pour une comptable qui réussit, observe-t-elle, pas méchamment. Je passe ma main sur le capot, le même geste que j'utilisais autrefois avec ma Subaru, mais le sentiment ne pourrait pas être plus différent. Cette voiture vient sans ficelle ni culpabilité, lui dis-je en souriant. Cela la rend inestimable. Plus tard, recroquevillé sur mon balcon avec du thé et le journal que mon thérapeute a suggéré,
j'écris des mots que je n'aurais pas pu imaginer il y a 6 mois, j'ai confondu le pardon avec la complaisance. Pendant des années, j'ai pensé que la paix signifiait le silence. Maintenant, je sais que ma valeur ne se mesure pas à ce que je tolère. Fixer des limites n'est pas de la cruauté, c'est du respect de soi. Les pages se remplissent d'étapes de mon parcours de guérison. Des séances de thérapie hebdomadaires démêlant les schémas familiaux. De nouveaux amis qui ne testent pas les limites pour voir jusqu'où je vais accepter. Mon premier Thanksgiving passé avec la famille de Rachel où les désaccords se produisaient sans catastrophe. La nuit où j'ai dormi 8 heures d'affilée sans me réveiller avec anxiété. Au travail, Jennifer de la paix s'arrête à mon bureau avec du café. Puis-je te demander quelque chose de personnel, chuchote-t-elle. Quand je hoche la tête, elle continue. Ma sœur n'arrête pas de demander de l'argent. Elle ne le rembourse jamais, mais me fait me sentir terrible quand je dis non. Je reconnais les épaules voûtées, la voix baissée, comme si je me regardais dans un miroir de l'année dernière. J'ai traversé quelque chose de similaire, proposai-je sans insister. Mais c'est la famille. Je devrais aider, non? Ses yeux supplient pour la réponse qu'elle veut, pas celle dont elle a besoin. Aider ne signifie pas se faire du mal, dis-je doucement. Il y a une différence entre soutenir quelqu'un et lui permettre de continuer ses mauvaises habitudes. 1 mois plus tard, Jennifer m'apporte du chocolat. Je lui ai dit non, dit-elle, se tenant plus droite qu'avant. Quand la lettre arrive de la nouvelle adresse de mes parents, ils ont vendu la maison familiale, je ne ressens pas l'effroi habituel. À l'intérieur, ils demandent la réconciliation à leurs conditions. Des phrases comme « de l'eau sous les ponts » et « la famille passe avant tout » parsèment les paragraphes soigneusement écrits. Je compose une réponse mesurée sur le respect mutuel et les limites, mais la place dans le tiroir de mon bureau. Je l'enverrai peut-être un jour. Peut-être pas. L'urgence s'est dissoute. Ce soir-là, je conduis jusqu'à un point de vue en montagne alors que le coucher du soleil peint le ciel dans des nuances d'ambre et de rose. En sortant de la voiture, je respire profondément, les épaules détendues, la colonne vertébrale droite. Pendant des années, j'ai pensé que le pardon gardait les familles ensemble. Mais parfois, la paix ne vient pas en restant silencieux. Elle vient en se défendant. Certaines personnes ne grandissent que lorsque vous arrêtez de les protéger des conséquences. La brise emporte le dernier de mes doutes. La vue s'étend sans fin devant moi. Tout comme la vie que je suis enfin libre de vivre.